aux médias traditionnels, il faut quand même se rappeler que nos policiers sont en mode de survie, et en décroissance, et qu'ils ont de moins en moins de moyens pour faire les enquêtes comme vous souhaitez et qui seraient absolument nécessaires. Et ça fait partie des problèmes très graves auxquels nous sommes confrontés. Concernant l'interculturalisme, moi je l'ai toujours conçu, l'interculturalisme, comme étant d'abord fondé sur le pluralisme, c'est-à-dire le respect des droits, la lutte contre le racisme, la discrimination, etc. Ça c'est le plancher, c'est la condition fondamentale, à partir de laquelle on peut construire autre chose. Hein. Alors c'est pour ça que je ne vois pas la dissociation entre les deux, pour moi, au contraire. D'ailleurs, il me semble que le pluralisme, c'est devenu la coordonnée fondamentale de tous les modèles d'aménagement de la diversité. Hein, si on ne part pas de ce postulat-là, je ne vois pas à quoi ça contribue, c'est pas le parti. Hein. Alors, je vois ça plus, moi, comme une convergence ou une unité. Donc là-dessus, je veux juste dire que je n'ai pas parlé de victimisation, mais de réparation. Parce que le terme victimisation a quelque chose de péjoratif que j'aime pas. La réparation, c'est qu'il y a un préjudice et qu'il faut le réparer. Donc, maintenant, pour ce qui est de l'interculturalisme, victimisation. Je préfère parler de réparation. Réparation. Donc, il y a, pour moi, le pluralisme, il faut réparer et il faut construire, c'est les deux, c'est pas l'un ou l'autre. Maintenant, pour peut-être préciser ma pensée par rapport à l'interculturalisme et l'antiracisme, ce que je dis, c'est que l'antiracisme est présent dans le multiculturalisme et dans l'interculturalisme. J'indiquais que dans une perspective interculturelle, comme dans une perspective multiculturaliste, on part toujours du principe qu'on invite les gens à vivre ensemble, mais qu'il faut d'abord commencer par s'assurer que de lever les obstacles systémiques pour que tous puissent participer pleinement. Mais le problème, c'est qu'actuellement, l'antiracisme est en train, comme un peu un glacier, de se dissocier de l'interculturalisme. Donc, il y a un problème. L'antiracisme se fait un peu comme chambre à part, bande à part. Donc, je pense qu'il faut le reconnaître. Il y a un vocabulaire antiraciste, anticolonialiste qui est en train de s'imposer et il faut l'entendre. La commission sur le racisme systémique, c'est à ça que ça appelle. Il faut l'entendre et il faut réconcilier l'antiracisme avec l'interculturalisme. Mais pour moi, c'est clair, en tant qu'interculturaliste, que l'antiracisme, pour moi, est un préalable. Tu ne peux pas faire l'interculturalisme si tu ne reconnais pas qu'il faut aussi lutter contre les discriminations, qu'elles soient directes, indirectes ou systémiques. Effectivement. Il y a quand même un élément qu'il faudrait rappeler, c'est que le multiculturalisme existe comme politique, comme loi, comme programme, il est dans les institutions, etc. L'interculturalisme n'existe pas. Il n'y a aucune existence officielle. Mais théoriquement, l'antiracisme. L'interculturalisme, pour l'instant, c'est une idée dont discutent ensemble des intellectuels comme nous. Ce qui n'est pas vraiment mauvais. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Hein. Alors, je veux dire, avant d'en faire le procès, attendons qu'il existe. Je ne veux pas faire un débat juste entre nous deux, là, mais on y reviendra. Peut-être une réaction au propos des trois. J'ai l'impression que on est en train de dire que c'est épouvantable, que la question identitaire, on dirait que l'identité, c'est devenu une insulte. Ce n'est pas un problème de parler d'identité. Le problème, c'est comment on en parle. Si on en parle de manière diabolisante et alarmiste. Mais parler d'identité dans une société pluraliste, c'est quand même bien la moindre des choses. C'est la façon dont on en parle. Donc, ce n'est pas l'identité ou l'environnement, c'est l'identité et l'environnement, mais de manière responsable. Pas nécessairement. Non, mais peut-être, si on me pousse un peu, mais je comprends un peu ce dont c'est ici pas exactement une dissociation entre interculturalisme et antiracisme. C'est le fait que quand on a proposé une étude sérieuse sur le racisme systémique, et là, on n'a pas vraiment eu une étude très sérieuse là-dessus, la réaction de beaucoup de gens a été encore une fois, on va accuser les Québécois de racisme. Comme
c'est absolument le contraire. Le racisme systémique, c'est pas le dépistage, le racisme personnel, c'est justement systémique. Et c'est très important parce que beaucoup de discrimination passe à travers les institutions, les façons de faire, où il n'y a personne qui a suggéré ça parce qu'on est raciste, des gens qui ont une conscience parfaitement claire, qui sont pas racistes, participent, ne pas à des institutions et des pratiques, etc. Et j'ai trouvé ça extraordinairement décevant qu'il y avait là-dedans un manque de volonté de regarder des choses qui n'accusent personne, parce que toutes les sociétés occidentales, il y a du racisme franc et virulent, mais il y a aussi du racisme systémique. Et on a fait l'étude aux États-Unis des éléments qui contribuent à ça. Et on avait peur de parler de ça. Et c'est ce genre de réaction défensive, on va nous accuser, qui nous empêche, je crois, de procéder à l'interculturalisme, à des politiques très très saines dans ce On va aller du côté de la salle. Pour le micro, qu'est-ce qu'on fait Vous avez une boîte avec temps. Passer un, puis je vais m'amuser. Je vous en prie. Attendez, excusez-moi, par contre, juste votre pied. Voilà. Vous pouvez, bien sûr. On y va libre comme ça ou les y va? Allez, juste vous nommer avant de poser. Georges Amsenet. Le nationalisme, j'ai pas besoin de micro. Les gens ont besoin de vous entendre, par contre. Le nationalisme au Québec affecterait-il l'intégration des communautés culturelles à cité d'accueil? Même si on n'assiste pas au Québec à un racisme systémique, on constate néanmoins un certain ostracisme dont sont victimes certaines communautés culturelles. En Ontario, on constate que les immigrants s'intègrent avec beaucoup moins de difficultés qu'au Québec. Alors, est-ce que le nationalisme au Québec serait-il exclusif, ethnique, donc qui a connu son paroxysme avec la déclaration de M. Jacques Parizeau au soir du référendum de 1995, l'argent et le vote ethnique? Est-ce que c'est dans la nature même de ce nationalisme? Je veux dire, une logique interne à ce nationalisme. Merci. On prendrait plusieurs questions de suite et commentaires, puis ensuite on réagira si vous voulez. Oui, monsieur Benamain. Peut-être alterner homme-femme, s'il vous plaît. Oui, alors mon nom c'est André Thibault. Je veux me référer à ce qui était souligné sur le contraste Montréal-Est du Québec. Et si on regarde par exemple sur les réseaux sociaux, c'est un clivage qui se durcit de plus en plus. Et j'ai aucune solution, simplement très préoccupé. Sauf que ce que ça me rappelle, c'est que quand j'ai quitté mon Saguenay natal en 1960 pour m'en venir à Montréal, je voulais sortir de cette communauté fermée. Alors, là, ce que tu dis sur le contraste, là... Vous me regardez. Oui, c'est ça, nous sommes de même origine régionale. Ce que tu dis sur le contraste, je n'ai pas de solution, mais on dit que ça me préoccupe. Oui. Voilà. On m'a demandé, j'ai entendu 2 personnes sur demander est-ce qu'il y a une parité, est-ce que ce soit un peu des femmes qui prennent la parole. Enfin, un peu. Mais je peux parler sans micro aussi. Mais non, mais en fait, oui, parce que tout le monde l'entend. Oui, un peu, oui, c'est ça. Il y a une caméra dans le coin, là, si vous voulez. Je peux pas, non, c'est parfait. Je suis Anaï. Je suis vraiment ravie d'entendre ce que tu as dit, Rachida. Mais j'ai l'impression que vous ne parlez pas de la même chose. Vous parlez de l'autre comme ressource économique pour certains et de l'autre comme citoyen. Puis je pense que la question du débat identitaire, c'est là peut-être qu'on devrait la réfléchir, c'est que en altérisant l'autre, et puis enfin en altérisant et en ramenant l'autre au fait qu'il soit immigrant, c'est peut-être là que vient en fait le détachement de l'iceberg des antiracistes, c'est-à-dire que les antiracistes viennent d'ici.
Et ce qu'ils disent, c'est que les discours que nous avons sur l'immigration et les réfugiés, c'est une chose, mais ils ne peuvent pas comprendre toutes les réalités de la diversité qui est canadienne, québécoise, montréalaise, quelle que soit notre position sur l'indépendance, sur le souverainisme. Et du coup, ma question un peu, c'est à M. Bouchard, c'est est-ce qu'en proposant une telle coalition, bien qu'elle puisse être intéressante sur certaines idées, là je comprends bien l'importance d'intégrer les gens économiquement, est-ce qu'elle ne valide pas seulement cette espèce d'idée qu'on a que l'autre ne peut être qu'une ressource économique? Voulez-vous répondre? On continue encore? On continue encore? Pierre Trudel, je pose la question à Gérard Bouchard concernant un compromis de la commission Bouchard-Taylor qui concerne l'interdiction du port du voile dans 3 fonctions publiques et policiers, juge et gardien de prison, je crois. Est-ce que, 10 ans plus tard, la conjoncture est la même concernant ce compromis-là? Parce que c'est possible que concrètement, là, le débat va se reposer compte tenu des élections et compte tenu de qui pourrait gagner les élections. Et je pose la question à Jean Bouchard, est-ce que la conjoncture a changé? Parce que si je me souviens bien, dans le rapport, c'était cette décision-là que vous aviez prise d'interdire le port du voile dans ces 3 fonctions-là était fondée sur un compromis par rapport à ce que pense la population ou par rapport à un sentiment que vous aviez de ce qu'il y avait dans la population. Est-ce que ça a changé depuis 10 ans? Je sais que M. Taylor a changé d'idée. Vous, M. Bouchard, est-ce que vous avez changé d'idée concernant parce que ça peut se poser, il y avait une étudiante en technique policière là, qui avait son voile et qui n'avait pas l'intention et qui pourrait exiger d'être policière. Là. Est-ce que c'est la même chose? Là? Moi, en terminant, je trouve ça tellement futile, ce débat-là, par rapport à la nouvelle conjoncture, au changement climatique, etc. Là. Je trouve ça ridicule qu'on s'interroge sur cette question-là, mais je sais très bien que ça peut se poser. Et puis j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je pensais de répondre à votre question, là. Oui. Moi, Nadine Jamal, oui, je voudrais juste parler de l'identité, de ce que c'est l'identité. Madame Asdouz en a glissé un mot. L'identité, c'est pas quelque chose de figé, hein. Puis ça dépasse de loin le pays d'où on vient. C'est beaucoup plus large que ça, l'identité d'une personne et l'identité d'une société ou d'un groupe dans la société. C'est beaucoup plus large que ça. Ça touche, est-ce qu'on est un homme, est-ce qu'on est une femme, ou bien est-ce qu'on est une personne qui se définit comme non-binaire, hein? Ça peut toucher la diversité des corps, la question de la diversité des corps, de l'image qu'on a de soi-même. L'identité, c'est beaucoup plus large que le pays d'où on vient. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est concentré depuis plusieurs années sur la question du pays d'où on vient pour construire le vivre ensemble? Madame? Patricia Alexander. Il y a des cartes dont je voulais que vous prononciez. En discutant avec des personnes sur la question d'une commission sur le racisme systémique, j'ai découvert un écart entre le travail de ces groupes-là et justement les discussions sur l'anticolonialisme. Moi-même, ça m'a pris plus de 60 ans pour découvrir que la famille n'était pas juste des pionniers, on était des settlers. Hein. Mais la prise de conscience sur les questions de colonisation dans un pays, chez nous, là, au Québec, où on a été colonisé, la prise de conscience, est-ce que ça aurait été capable qu'on colonise un autre peuple, des autres peuples? Alors, en posant des questions dans cette discussion, il y a une femme autochtone qui m'a dit, parlant de nation à nation, il y a des politiciens qui disent des affaires dont ils comprennent rien. Et si, par exemple, nos chefs
voulait, je ne vais pas mentionner un nom, voulait nous parler, nation et nation, on serait en train de discuter de la terre. Et sauf que je regarde cette année, 2018, juste après la fête nationale, mois de juillet même, article « Non, Montréal n'est pas un territoire mohawk non cédé ». Et un paquet de détails parlant des années 15, 16, 17, sans aucune référence. Il y a aussi une question, et c'est pas alors, la question d'identité dans ce sens-là, la question de quel pays nous construisons, avec quel peuple, au pluriel, fondateur, c'est une question qui est de l'environnement, de la terre, de notre avenir ici au Québec. Et j'apprécierais beaucoup vos réflexions sur ces questions-là, surtout au Québec. Une dernière et puis après, voilà. Bonsoir et merci beaucoup de vos présentations. Ma question est la suivante. Comment il se fait que nos politiciens ont tant de difficultés avec le mot laïcité? Est-ce que, une question indiscrète, est-ce que nos politiciens vous téléphonent des fois pour avoir des idées? Quand on a tellement de spécialistes qui ont étudié la question ici et que c'est très simple, plus simple que toutes les définitions qu'on a entendues jusqu'à maintenant, on dirait que, comment on dit, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors voilà. Et voici. On peut commencer par Gérard Bouchard, puis ensuite... Tu n'as pas ton micro, toi? Oui, j'ai un micro ici. Gérard, on veut son micro, ça c'est Lise. Oui, Non, mais on peut dire mes choses, je peux le dire. Je te partage mon micro. Ça va bien, M. Bouchard? Je vais répondre d'abord à la question de la dame que j'ai pas vue, mais que j'ai entendue. Moi, je pense que vous avez entièrement raison. Si on recule de 10 ans, les milieux des affaires qui s'intéressaient à l'immigration, c'était évidemment pour des raisons strictement économiques, utilitaires. Je pense que de ce point de vue-là, il y a eu quelques changements quand même qui sont intervenus et qu'il y a des milieux d'affaires qui sont maintenant ouverts à des considérations un peu plus riches et un peu plus convenables, disons. Mais moi, mon idée, c'est que ce qui est important, c'est que les milieux d'affaires sont maintenant convaincus qu'ils ont absolument besoin d'immigrants. C'est évidemment pour des raisons économiques. Mais ce fait-là peut être utilisé pour les amener à faire autre chose, à aller beaucoup plus loin, à accepter des choses qu'ils n'auraient pas acceptées autrement. Hein, par exemple, tout le pluralisme, toutes les préoccupations qu'il faut avoir pour gérer des situations qui deviennent extrêmement compliquées plutôt que de les balayer. Ben, maintenant, c'est le temps. Ces gens-là vont être très disponibles parce qu'ils sont mal pris. Ils ont absolument besoin d'immigrants. Alors on peut les amener à faire des compromis et aller beaucoup plus loin qu'ils ne l'auraient fait autrement. C'est comme ça que je vois la chose. Votre question, monsieur, je vais répondre à la première moitié parce que la deuxième est un peu agressive, on va la laisser tomber. La dernière fois qu'on m'a demandé, qu'on m'a posé cette question, j'ai répondu que j'étais toujours d'accord avec l'énoncé de notre rapport. Tout à l'heure, dans la présentation, quand j'ai énuméré les paramètres qui avaient changé, j'ai été obligé de faire vite, je n'ai pas nommé tous ceux que j'avais à l'esprit, mais c'est évidemment qu'un des paramètres, à moins que je me trompe, il me semble que présentement, le thème de la querelle des signes religieux est en train d'intéresser toujours évidemment des francs-tireurs qui seront toujours là, il y aura toujours des radicaux pour tirer là-dessus. Mais moi, je crois qu'il y a une sorte de décrochage dans la population, que les gens commencent à être un peu tannés de ce débat-là. Et moi, je vois ça comme une très bonne nouvelle. Et je considère que, encore une fois, je reviens aux paramètres que j'ai énumérés, qu'il y a présentement des nouveaux problèmes qui se posent, ou des nouvelles questions, comme dirait Rachida, et qui sont beaucoup plus importantes.
Et il faudrait maintenant mettre fin à notre guerre des signes religieux et du hijab et passer à des choses qui deviennent maintenant beaucoup plus pressantes. Ensuite, on peut Alain, Charles, C'est tellement de questions que quelqu'un a posé la question. le micro ne marche pas. Est-ce que oui, oui. Quelqu'un a posé la question si le nationalisme québécois est cause, enfin, produit de l'exclusion. Et je crois qu'il faut comprendre ça un peu. Que une des questions qu'on nous a posées durant la commission, avec une certaine angoisse, qui revenait sans cesse, non, je dois parler plus fort. Oui. Vraiment, beaucoup plus fort. La question qu'on nous posait avec une certaine angoisse, est-ce qu'ils vont nous changer? Donc, il y avait une peur que l'on voit, c'est intéressant, si on va dans n'importe quel pays d'Europe de nos jours, on va voir cette question posée de façon différente. Par exemple, en Allemagne, et tout le discours sur la culture qui mène, le Leitkultur, etc., c'est en vue d'éviter un certain changement qui est objet de crainte. On voit que quand les gens s'habituent à une autre population, à des gens de l'extérieur, et quand on arrive à s'entendre, et quand on arrive à échanger avec eux, cette peur disparaît. Mais quand il n'y a pas de contact, et c'est le cas de beaucoup de Québécois, c'est le problème Montréal, quand il n'y a pas de contact, je dirais que ce genre de crainte est parfaitement normal. Et il serait une grande erreur de faire la morale là-dessus, vous êtes des arriérés. Justement, cette façon de combattre la crainte en faisant la morale, on a vu les élections américaines dernièrement, disons en condamnant et en essayant de blâmer les gens qui ont certaines craintes, certains problèmes. Ce n'est pas une façon de vraiment de faire passer le message. Alors je dirais que la racine de beaucoup de craintes et de beaucoup d'appui pour des propositions comme l'interdiction du hijab, etc. La racine de ça, c'est une crainte que le mode de vie qu'on a vécu jusqu'à présent va être bouleversé. Et il faut faire la preuve du contraire, c'est difficile, mais si on réussit à ne pas, c'est une exigence négative, si on réussit à ne pas poser de gestes vraiment blessants et vraiment créer des divisions profondes, comme serait justement le genre de législation que le Parti québécois nous proposait autrefois, que la CAQ nous propose, si on réussit à éviter ça, avec le temps, ce problème va se résoudre, les craintes vont disparaître dans une certaine mesure. Alors, je crois que notre grande tâche pour la prochaine décennie, c'est une tâche négative. De ne pas laisser passer des mesures qui vont créer des divisions profondes, un sentiment d'aliénation. Hein. Le cas de la France est le cas qu'il faut avoir devant l'esprit d'un désastre. On a tout fait, les politiques du gouvernement ont tout fait pour créer ce sentiment que les immigrants n'étaient pas français. Et les recruteurs pour JPIS disent ça. Vous voulez être français, mais on ne vous accepte pas, vous n'êtes pas vraiment français, vous êtes musulman, ça dépend de l'identité peut être différente dans différentes classes. Mais c'est ce genre de discours réussit dans la mesure où la société d'accueil a créé les conditions par un certain nombre. Nous n'en sommes pas encore là au Québec et il faut éviter que disons, les choses irréparables soient faites pendant 10 ans, 15 ans. Je crois que nous avons de bonnes chances que ce problème disparaisse. Bon, il y avait oui, peut-être
C'est intéressant de voir la question que vous avez posée et le commentaire que vous avez formulé. Moi, je parlais de la fracture entre Montréal et le reste du Québec. Et puis, vous formulez aussi la question du nationalisme. Il y a un lien entre les deux, à mon point de vue, très important. Oui, c'est ça. Alors, ce que je veux dire là-dessus, c'est que il faut qu'on fasse attention. On est en train d'avoir toujours nos yeux de Montréalais sur ces problèmes et sur cette conversation-là, elle est toujours d'un point de vue très montréalais. Et moi qui ai de la famille à l'extérieur de Montréal, moi qui connais bien le Québec, pour y avoir été souvent, j'ai parfois l'impression qu'on a tendance à rendre les choses tellement simplistes qu'être nationaliste, c'est être réactionnaire. Vouloir tout protéger l'identité québécoise francophones, c'est nécessairement mauvais parce que c'est contre les immigrants. On fait là aussi des amalgames, si on veut, sur ces grandes questions-là. Mais il y a, avant toute chose, il y a encore une peur de disparaître qui existe chez les francophones, qui sont une exception dans l'ensemble de l'Amérique anglo-saxonne. Il ne faut pas nier ça non plus, il ne faut pas jeter ça complètement, l'évacuer comme si c'était fini, ça. Ça va ressurgir. Par contre, le travail qu'on doit faire, c'est que tout en tentant de gagner et de donner une plus grande force à cette identité francophone, parce que c'est une richesse extraordinaire, il faut condamner le racisme, il faut condamner l'intolérance, il faut expliquer que, et je dirais, il faut conforter aussi les Québécois francophones qu'ils ont besoin de se faire dire que leur culture, elle est forte. C'est pas une culture de loser. Comprenez? C'est que moi, ma fille, elle fait de la musique, elle chante en anglais. J'étais découragé. Okay? Parce que là, je me suis dit, merde, je peux pas croire qu'elle ne voit pas. Puis la perception que j'ai, c'est qu'effectivement, elle pense que la culture et la langue française, c'est loser. Elle ne va pas faire d'argent avec ça. Alors, il faut aussi que, je pense que c'est le rôle des gens à la tête des gouvernements, des institutions. Il faut retrouver une fierté aussi. Parce que c'est ça également qui va conforter. Alors, je reviens donc à ça, c'est que moi, j'aime pas cette idée qu'être nationaliste, comme on le dit, c'est égal à être nécessairement dans l'autre camp, des intolérants, tout ça. Si on fait ça, on est complètement dans le champ tout le monde, parce qu'il faut comprendre aussi que la peur de disparaître des francophones, elle existe toujours. Ce n'est pas disparu. Et ce qu'il faut, par contre, c'est de trouver une façon de bâtir ce vivre ensemble dont nous parlions, où le racisme n'a pas sa place, où l'intolérance n'a pas sa place, mais laisser une petite place pour dire à la culture francophone, à la langue francophone, que c'est winner. Vous comprenez? Alors, moi, je trouve qu'on oublie, on évacue cette question-là, malheureusement. Et dans ça, le danger, c'est que la fracture entre Montréal et le reste du Québec va s'accentuer. Juste une question. Ça m'a intéressé d'apprendre que vous dites que les commentaires sur Facebook négatifs et méprisants, choquants, viennent de l'extérieur de Montréal et qu'il y aurait donc une grande coupure de ce point de vue-là. Vous pensez qu'à Montréal, les utilisateurs de Facebook sont... Pas nécessairement. Les gens qui s'expriment sur Facebook ne disent pas tous d'où ils viennent. Et ceux qui le font... Ah, c'est ceux-là qui viennent de Montréal. Voilà. Il marche pas. Il marche pas mal. Non, il marche pas mal. Alors, je vais peut-être commencer par la fin, la question là. Genre, ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un peut me donner un micro qui marche? Absolument. S'il vous plaît. Attendez, on va prendre l'eau. Attention à la casse. Oui, dans ce sens-là. Voilà. Là, ça va? Là, ça va? Vous m'entendez? Bon, je commencerai peut-être par la fin, par l'intervention de madame. Je répondrai pas à toutes les questions, mais j'en couvrirai quelques-unes. La laïcité. Pourquoi on a tellement de mal à parler de laïcité? La laïcité, c'est comme l'identité, c'est comme le nationalisme. Dans le débat public actuellement sur l'identité, il y a des mots qui sont brûlés. Ils sont brûlés parce qu'on les a brûlés. Parce que quand on parle de laïcité, aujourd'hui, on a ethnicisé le débat sur le vivre ensemble. Madame disait tout à l'heure, l'identité est multiple, mais dès qu'on dit débat identitaire au Québec, on pense tout de suite immigration, immigrants religieux, donc on a ethnicisé le débat. Et ça va couvrir un peu ta question, Bochra, l'altérité et l'altérisation de l'autre qui finalement, lui, ne se sent pas du tout dans l'altérité, il est né ici ou... Donc, on ne parle pas de laïcité parce qu'on en a peur, parce qu'on l'associe à la France, on a diabolisé la laïcité parce qu'on pense que c'est la laïcité française, sur laquelle on dit parfois tout et n'importe quoi. Mais donc, on a
ethnicisé le débat sur la laïcité, on a brûlé la laïcité au même titre qu'on a brûlé l'identité et le nationalisme, et non seulement on l'a ethnicisé, mais on l'a islamisé, et je dirais même plus, on l'a hijabisé. Donc on a complètement brûlé, alors que, et malheureusement, ce faisant, on a délégitimé des questions légitimes. Parce qu'au départ, pour avoir été dans le domaine de l'accommodement raisonnable dans les années 90, et vous les avez entendus, ou si on les a entendus, il y avait des questions légitimes. Il y avait des gens qui nous disaient « qu'est-ce que je fais quand quelqu'un refuse d'assister à un cours qui fait partie du programme? Qu'est-ce que je fais quand il y a conflit de droit entre la liberté de conscience d'un de mes employés et le droit à l'égalité d'un autre employé qui doit compenser ?» Donc il y avait des questions légitimes là-dedans. Mais on a tellement... comment dire, on a tellement brûlé le concept en pointant le hijab, je dis, c'est vraiment le plus, que finalement les gens ne veulent plus en entendre parler, et les gens directement concernés disent, vous voulez parler de nous, mais arrêtez de vous servir de la laïcité pour parler de nous. D'accord? Bon, alors c'est un peu ça qui est arrivé. Pour ce qui est de l'interculturalisme et l'antiracisme, je pense que pour moi c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment l'un ou l'autre, et je dirais même un qui est préalable à l'autre, c'est-à-dire reconnaître les discriminations. Là où peut-être la grille antiraciste se heurte à des limites et aurait besoin de l'interculturalisme, oui, l'interculturalisme n'existe pas, il existe en théorie, il n'en demeure pas moins que nous avons quand même depuis 1990 un énoncé de politique en matière d'intégration qui prône l'interculturalisme. Ça n'a aucune portée juridique, mais ça a été enchâssé quand même quelque part. Nous avons des déclarations interculturelles à la ville de Montréal et ailleurs, et nous avons une politique de 2015 qui prônait aussi l'interculturalisme, qui a été lancée par Kathleen Weil. Donc, il existe, en tout cas en tant qu'utopie. Voilà. Maintenant, je vais même vous dire que moi j'ai tellement évolué que j'en suis au stade aujourd'hui où je me dis que c'est un peu absurde de parler d'un modèle de vivre ensemble, parce que le vivre ensemble se construit au jour le jour, et un modèle de vivre ensemble ce serait une recette, et si quelqu'un la trouve il va faire fortune avec, donc j'en suis là. Maintenant, pour ce qui est, moi je me méfie beaucoup des grilles générationnelles et des grilles géographiques. Montréal et les régions, les jeunes et les moins jeunes. On a de l'extrême droite chez les jeunes, et on a des gens extrêmement inclusifs. Il y a des gens de Québec inclusifs ici. Vous avez Jean Dorion, je ne pense pas qu'il ait 25 ans. Aux dernières nouvelles, je pense qu'il avait au moins 70 ans. Pareil pour la scission région Montréal. C'est pas parce que le fait pluraliste, le pluralisme comme fait sociologique est plus important chez nous que la tolérance ou l'intolérance est plus forte chez nous. Il y a aussi de la diversité à Sherbrooke, à Rimouski, et là je parle de diversité au sens large, pas seulement au sens ethnique. Et pour finir, moi je ne pense pas que le débat, même si les gens en ont marre, va s'arrêter. On n'est pas à l'abri. Un phénomène international, n'importe quoi peut rallumer la mèche. Ce n'est pas toujours, c'est peut-être mon principal message ce soir, c'est que de parler d'identité, ce n'est pas mauvais. C'est tout à fait naturel en contexte pluraliste, et que c'est parfois le fait d'une intolérance, d'une stigmatisation de l'autre, mais c'est aussi parfois deux légitimités qui s'affrontent. Ce n'est pas toujours un dominant et un dominé. Deux légitimités. Je pense que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Et quand deux légitimités s'affrontent, il faut développer des mécanismes de médiation et de dialogue et de délibération, parce qu'on ne peut pas penser le rapport à l'autre, qu'il soit ethnique, de genre ou économique ou autre, uniquement en termes de bon et de méchant, de dominant, de dominé. Parfois, ce sont deux légitimités. Je pense que c'est extrêmement important. Très brièvement, j'avais fait une recherche à un moment donné dans les régions sur la question des accommodements raisonnables. Et ce qui m'avait frappé, c'est que dans le discours de gens de régions éloignées, c'était pas l'agacement par rapport aux migrants ou aux personnes qui n'étaient pas d'origine canadienne-française qui dominait, mais c'était la déception de voir des migrants venir et repartir. C'était ça qui dominait. C'était la douleur toujours de les perdre
souvent pour aller à Montréal. Mais ça m'avait fait réfléchir. Hein? Il y a peut-être une blessure aussi. Hein? Ils ont parrainé plein de réfugiés, puis ils repartent toujours vers les grands centres, et c'est pas seulement au Québec. Donc, peut-être qu'il faut voir un peu les choses autrement aussi parfois. Et par rapport au clivage, instrumentaliser l'immigration pour l'économie plutôt que la citoyenneté, ben, il faut retenir que les milieux du travail, c'est quand même des milieux d'interaction formidables où ça marche souvent. Hein? Et c'est des lieux de citoyenneté aussi. Alors, vous avez raison d'attirer l'attention là-dessus, madame. C'est pas parce qu'on parle des milieux du travail qu'on veut rendre la question uniquement économique, mais c'est pour attirer l'attention sur des lieux de succès, parce que finalement, le débat va porter beaucoup sur les institutions publiques, hein, l'école, les hôpitaux, mais dans les milieux privés, dans les voisinages, ça fonctionne très souvent très bien. Alors, de toute manière, on termine là-dessus. Notre libraire qui nous accueille va nous dire un petit mot pour voir comment... La question de soignation autochtone, on ne l'a pas adressée. Ben, il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu. C'est parce qu'on n'a pas le temps, puis vous êtes debout. Mais c'est évident que la question territoriale et multinationale au Canada est devenue très, très vitale, et on le reconnaît évidemment. La commission l'avait évité parce que ce n'était pas son expertise, mais oui, Gérard. C'est parce que nous avons un citoyen qui n'est pas de notre âge, qui fait partie des jeunes, et même très très jeunes. Il s'appelle Gabriel. Où es-tu, Gabriel? Il est parti. Il a pris des clés, il était passionné, mais j'ai vu qu'il avait un regard très critique. Non, effectivement, il y avait eu non, mais parce que maintenant que j'ai le micro, à propos du clivage des régions et je voudrais quand même rappeler qu'au moment de la commission, on avait surveillé tous les sondages qui se faisaient et où on comparait les perceptions dans les régions et à Montréal. Et on a eu la grande surprise de constater qu'il n'y avait pas beaucoup de différence. C'est quand même plus compliqué qu'on pense. Bon, écoutez, on peut continuer le débat après aussi avoir lâché le micro, vous comprenez, c'est pas terminé. Alors, merci beaucoup à nos intervenants, Alain Saunier, Gérard Bouchard, Charles Taylor. Merci d'être venus. Merci beaucoup. Merci Mathieu Collin d'avoir filmé.